matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis évidemment très heureuse de retrouver Pierre Chaillot, statisticien, fondateur de la chaîne YouTube Décoder l'écho, auteur de plusieurs livres, dont évidemment... Alors le premier, comment s'appelait-il déjà Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Et puis aujourd'hui, victime des vaccins Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Et toujours chez l'Artilleur, cette très bonne maison d'édition. Je vais essayer de mettre ça bien, voilà. Je ne serais pas du tout une bonne Miss Météo. Bonjour Pierre Chaillot. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous. Évidemment, votre livre est absolument passionnant. Avant d'aller dans le cœur du sujet, parce qu'en fait, vous reprenez les chiffres avec du recul. Et vous nous dites que c'est de plus en plus clair, justement, et vous avez un peu affiné votre analyse par rapport à la dernière fois où vous aviez déjà révélé une surmortalité quand vous prenez le taux de mortalité totale de l'ensemble de la population française. Là, vous avez affiné pour voir, par exemple, pour les enfants, pour les jeunes, en fonction des catégories, et puis même en prenant des statistiques internationales, enfin, d'autres pays étrangers. Donc, on va aller là-dessus, parce qu'évidemment, c'est très, très important ce que vous révélez. Mais d'abord, peut-être un petit... rappel déjà de ce que vous aviez vu la première fois dans votre livre, et notamment donc vous avez été le seul à travailler sur les statistiques en fait de population générale et pas seulement ce qu'on appelle ce label Covid-19, cette étiquette Covid-19, vous allez revenir dessus, et donc vous avez déjà remarqué à l'époque et vous avez lancé l'alerte dessus, le fait qu'il y avait eu une surmortalité qui n'était pas expliquée. Oui, tout à fait. En fait, il y a eu différents épisodes de surmortalité qui étaient mal expliqués. Et vous avez raison de rappeler que j'ai essayé d'éviter de m'intéresser trop aux chiffres labellisés Covid-19, puisque une bonne partie de mon travail, ça a été d'analyser plutôt les chiffres dont j'étais sûr, notamment les chiffres de mortalité générale, ou même les hospitalisations, hein, le niveau d'hospitalisation en France tout au long des années de la crise Covid-19. Et j'ai découvert avec stupeur qu'il n'y avait absolument aucun rapport entre ce qui était raconté en termes de mortalité Covid-19 ou hospitalisation Covid-19 et la mortalité générale ou les hospitalisations. Ce qui fait qu'en effet, ce qui est appelé Covid-19, c'est un espèce de label administratif qui n'a rien à voir avec de la science. Et je pense que c'est la plus grosse découverte de mon travail, et de l'expliquer. Comment est-ce qu'on a mis en place un label, une codification Covid-19 pour mettre des gens dedans, et que ça n'a rien à voir avec... quelque chose qui a un quelconque rapport avec la science, et ça donne tout un tas de paradoxes avec tous les autres chiffres. Bon, alors, si vous pouvez justement nous expliquer les paradoxes que vous aviez déjà révélés dans votre dernier livre et là que vous affinez aujourd'hui, par rapport déjà à ce Covid-19. Après, on va aller dans les informations essentielles que vous sortez aujourd'hui. Oui, alors, parce que le nouveau livre traite uniquement des victimes des vaccins. Je reviens un tout petit peu sur l'histoire de la codification, parce que c'est aussi important pour les victimes des vaccins. Dans les incohérences, vous pouvez le voir d'ailleurs sur les sites des différents instituts européens qui ont analysé la mortalité. Lorsqu'ils ont observé une hausse de la mortalité à la fin de l'année 2020, ils ont dit c'est le virus qui a tué tout le monde, on ne réfléchit pas plus, et on va dire qu'il y a une énorme surmortalité en 2020, ils ont fait des gros titres, et voilà, c'est le virus qui a tué les gens. Oui. Lorsque l'on observe, disons, l'évolution de la mortalité sur l'année 2020, et sa localisation géographique fine, on se rend compte que... Par date, hein. Oui, par date. Ouais. Toutes les semaines, on peut suivre le nombre de morts dans les différents pays européens et les différentes tranches d'âge. On se rend compte que voilà, ce qui est annoncé comme des morts du virus Covid-19, ça ne correspond absolument pas à ce que l'on observe en termes de pic de mortalité. Par exemple, en France, on a une mortalité qui a augmenté en mars-avril 2020, après le début du confinement. Ce qui fait qu'il était absolument impossible que des autorités sanitaires aient de la remontée de chiffres ou d'informations qu'il se passait quelque chose de grave avant de prendre la décision du confinement. Les dates ne correspondent pas. Donc voilà, on confine d'abord et ensuite on a des morts. Ça, c'est la première vague. Vous avez relevé 4 pics de surmortalité. Oui, mais il y en a différents. Il y en a même des petits dont on ne commande pas. Par exemple, à l'été 2020, les gens se rappellent peut-être, mais il y a une petite canicule qui a fait son lot de morts dont les gens n'ont absolument pas parlé. Mais il y a bien un pic de mortalité à l'été 2020 qui n'a pas grand-chose à voir avec un virus. Hein. Oui. Mais voilà, et pendant le confinement, il y a eu tout un tas de décisions qui ont été prises, notamment le fait de dire aux Français d'arrêter de consulter des médecins, de surtout pas aller à l'hôpital.
quelle que soit De pas se soigner. de pas se soigner, quelle que soit la pathologie. Et on a fait croire aux Français que c'était pour leur bien parce que les hôpitaux étaient saturés. Et a posteriori, grâce aux différents rapports que l'on a, notamment sur la fréquentation hospitalière donnée par l'Agence technique de l'information hospitalière, on s'est rendu compte que pendant toute la période, les hôpitaux français étaient vides. Et donc tout ce qui a été raconté est complètement faux. Et si les hôpitaux étaient vides, et que peut-être que les hôpitaux servent à quelque chose, cela signifie qu'il y a des gens qu'on a laissés sur le carreau. Et que certaines décisions ont été prises, volontaires, d'abandon, notamment des plus âgés, notamment dans les EHPAD, pour ne pas les prendre en charge. Et à la place, il y a eu certains décrets. Le plus célèbre, c'est celui qui a été surnommé le décret Rivotril, qui a été de dire, ces gens-là, voilà, et de toute façon, ils sont perdus, donc la seule chose qu'on va faire, c'est les accompagner vers le décès. Donc il y a deux résultats scientifiques extrêmement simples à comprendre. C'est que si on arrête le soin, il y a des gens qui survivent moins bien. Et si on décide de mettre un terme à la vie des gens, ça fait un peu plus de morts. Voilà. Et donc la totalité de la surmortalité de l'époque de mars 2020 ne correspond absolument pas à aucun virus, mais correspond à des décisions massives d'abandon et se limite à certaines catégories de population, les plus âgées, notamment en EHPAD, et à seulement certains territoires. De mémoire, il n'y a que 10 départements français qui ont une hausse de mortalité. Tous les autres, il ne se passe rien. Donc, Comment vous l'expliquez ? Sur les territoires. Cela signifie qu'il ne s'agit pas d'une maladie qui se propage et qui se serait limitée par préférence géographique à Paris, le Grand Est ou Lyon, le Rhône tout seul. Mais on est bien sur des prises de décision localisées, d'ailleurs au plus près du pouvoir, au plus près où il y a certaines personnes qui ont des intérêts, on va dire, politiques ou une vision des choses qui correspond à ce qui se disait politiquement à l'époque. Et du coup, il n'y a que dans ces territoires-là qu'il y a certaines décisions néfastes qui ont été prises et qui se traduisent par une hausse de la mortalité. Et donc ça, c'est très clair. Et cette démonstration géographique, elle signifie que toute l'histoire du virus qui s'est répandu en France et qui aurait ravagé la France est complètement faux. Il y a une incohérence totale. Ce que je dis sur le département, c'est vrai aussi en Europe. Oui, on va revenir sur l'Europe. Ce que vous dites là, c'est déjà gravissime. On n'a pas fini le livre, je vous préviens tout de suite, accrochez-vous, parce que c'est quand même très fort ce livre. Mais déjà rien que ça, c'est-à-dire les mesures qui ont été prises de non-action, de non-protection, de rester chez vous, ne faites surtout rien, d'aller pas voir votre médecin, rien que ça, vous montrez qu'il y a eu des conséquences terribles, donc de mortalité, de surmortalité, évidemment sans parler même du Rivotril. Le soin, c'est un flux. C'est-à-dire qu'en France, tous les jours, il y a des personnes qui tombent malades, il y a des personnes qui font des AVC, des infarctus, et des personnes qui se rendent chez leur médecin ou dans des établissements hospitaliers. Et ça, c'est un flux. Il y a massivement, tous les jours, des gens qui font ça. Lorsque l'on organise un confinement, lorsque l'on dit aux gens de rester chez eux, on désorganise le flux. Et pour prendre un exemple, juste sur les AVC ou les infarctus, il y a des gens qui font ça tous les jours en France et qui se rendent à l'hôpital. L'hôpital a réussi à en réchapper certains en intervenant extrêmement rapidement. Si les gens ne se rendent pas à l'hôpital, ils meurent. Et pendant la période de confinement, les hôpitaux ont remonté le fait que, puisqu'on a dit aux gens de ne pas venir, eh bien, ils ne sont pas venus. Et donc, le flux a été brisé et il y a très peu de personnes qui se sont rendues à l'hôpital pour ces pathologies. Donc soit on raconte qu'il y a un Covid-19 asymptomatique qui guérit des infarctus et des AVC, soit ce sont des gens qui n'ont pas été pris en charge et qui sont décédés chez elles. Et il y a en effet un pic de décès à domicile et un creux de gens qui ne vont pas à l'hôpital. Et donc ça, on peut même le dénombrer. On peut dénombrer le nombre de personnes qui ont été abandonnées. Bien sûr, grâce aux statistiques hospitalières. Et donc ça, voilà, c'est un exemple, mais vous pouvez prendre d'autres pathologies si vous voulez. Si l'hôpital sert à quelque chose... Mais eux, si on revient sur les fameuses étiquettes, ils ont été étiquetés mort Covid-19 ou pas forcément ceux-là ? Alors en partie oui, puisque quand à cette période-là, on a expliqué qu'il y avait un virus mortel qui se propageait et que les gens étaient contagieux. Et quand les médecins étaient appelés a posteriori pour faire le constat du décès, il était beaucoup plus simple d'écrire sur certificat de décès Covid-19. Qu'est-ce que ça faisait ? Ça faisait qu'on avait un corps meilleur remboursement. Et ça faisait un corps qui était directement emballé dans du plastique. Il n'y avait pas de toilette mortuaire et hop, le corps était supprimé. Et c'était considéré comme un acte, on va dire, de protection vis-à-vis des gens, de ne pas laisser le cadavre de quelqu'un qui allait contaminer son espace. Et donc, ce qui fait qu'a posteriori, si vous analysez les certificats de décès envoyés par les médecins où on a la raison du décès, ça pullule de mort du Covid. Mais alors, sur des décès à domicile, où on a un médecin qui intervient une semaine
après et qui découvre un corps qui est à l'abandon et qui va écrire Covid-19 en cause de décès, il faut quand même un peu se poser des questions. Je crois qu'il était fortement incité à mettre Covid-19 a priori, c'est-à-dire sans contre-indication, entre guillemets, contradiction. Alors ça, c'est particulièrement le cas dans les hôpitaux. Ouais. Voilà. Les hôpitaux reçoivent des remboursements à la fin de l'année en fonction des actes qu'ils ont réalisés. Et plus il y a de Covid-19... La fameuse tarification à l'acte. Voilà, et la Covid-19 rapporte plus que toutes les autres pathologies respiratoires. Donc de toute façon, les hôpitaux sont incités à inscrire Covid-19. Bah oui. Quitte à faire des tests ou pas, ou à faire un scanner, une radio des poumons, peu importe, mais à trouver une raison pour laquelle on inscrirait Covid-19. Donc il y a une incitation, et cette incitation-là... On peut comprendre, pardon, Oui. On peut se dire que l'hôpital, qui est toujours en manque de finances, etc., se dit bon, si je peux rentrer ces morts sur cette catégorie-là, je vais gagner plus d'argent. Moi, je dis pas que c'est honnête, mais en fait, c'est pervers comme système. C'est un système pervers qui a été mis en place à partir des années 90 et de l'informatisation de l'hôpital. Donc c'est bien ce qui a voulu être mis en place et ce qui a été fait et ce qui s'est fini de mettre en place avec la tarification à l'acte. C'est un contrôle de l'hôpital par le pouvoir politique, lui-même fortement inspiré par des lobbies qui le conseillent, de façon à prendre le contrôle et à faire que l'hôpital choisisse les actes qui seront rentables. Donc il y a moins en moins de lits dans les hôpitaux, ça a forcément diminué. En On le voit revanche, bien, malheureusement. l'hôpital coûte de plus en plus cher. Donc il faudrait se poser la question de comment ça se fait que on laisse le moins en moins de place aux gens de venir, mais qu'en revanche, la partie des impôts qui est consacrée à ça est de plus en plus grande et que maintenant ça coûte un pognon de dingue, comme on dit certains. Vous avez une idée sur la question ? Bien sûr, la mise en place de cette pratique a permis d'orienter l'hôpital vers ce qui était rentable, ce qui était rentable pour les laboratoires pharmaceutiques, et ce qui fait qu'en lieu et place du soin, c'est-à-dire on prend des gens, on essaye de les mettre dans un endroit le plus confortable possible, de façon à ce qu'ils se remettent, on est parti dans un système où on a des gens qui arrivent à l'hôpital, qui font une entrée, on les bourre d'un certain type de médicaments, on les renvoie chez eux. Pourquoi ça coûte plus cher ? Ça coûte plus cher aux contribuables, mais ça rapporte beaucoup plus à l'industrie pharmaceutique. Les brevets déposés pour les médicaments actuels, il y en a certains, ça coûte des centaines ou des milliers d'euros la prise à chaque fois. Négocier avec la sécurité sociale. Oui, et qui décide de rembourser toutes ces choses-là, médicaments qui bien souvent n'apportent pas la moindre preuve ni de leur sécurité ni de leur efficacité. Alors là, on était déjà sur l'interprétation des premiers pics de surmortalité de l'année 2020, où vous l'avez expliqué, notamment confinement, on a cassé le flux de soins, interdiction d'aller à l'hôpital, Rivotril, donc surmortalité qui est déjà on peut déjà imputer la responsabilité de ces décisions et donc les conséquences qui en suivent au gouvernement, on est d'accord ? Bien, le principal résultat de mon livre, c'est que si je prends à l'aide des sources officielles la surmortalité 2020 qui est extrêmement faible, qui n'aurait pas valu tout le battage médiatique qu'on en a fait, on prend cette surmortalité, on retire ce que l'on peut directement imputer des mesures prises, notamment l'abandon qui se mesure, le recours massif au Rivotril à certaines périodes qui se mesure aussi, on retire ces morts en trop, il reste 0. Ça veut dire qu'on n'a pas le moindre mort que l'on peut attribuer à un quelconque nouveau virus, nouvelle maladie qui serait apparue. Donc 100% des morts qu'on a en trop, si on décide qu'on en a en trop, en 2020, c'est bien de raison des mesures qui ont été prises. Alors, donc ça c'est 2020. En 2020, on a une surmortalité liée aux mesures qui sont prises, c'est clair. Et on le voit, évidemment, tout ça, je le précise, est ultra, on le voit ici. Le premier schéma, évidemment, ça peut être très clair. Voilà, pas très clair pour vous, mais tout ça pour vous dire que tout ça est évidemment, on travaille avec un statisticien sérieux qui a des chiffres et qui, évidemment, toutes ces sources sont ouvertes. Notamment, vous travaillez avec les sources publiques. Donc, voilà. Deuxième année, 2021. Et alors là, c'est encore plus grave. Et c'est là où je disais accrochez-vous. Parce que là, on a encore des pics de surmortalité. Et là, à quoi ils sont dus ? Et ça, c'est vraiment l'information que vous apportez finalement. Ils sont dus, selon votre étude, directement au vaccin. Bien, disons que chaque pic de surmortalité que l'on observe, bizarrement, il est lié à une campagne de vaccination qui arrive juste avant. Et ça marche en France particulièrement, ça marche sur à peu près toutes les tranches d'âge. C'est-à-dire que les Français, pour mémoire, n'ont pas été vaccinés aux mêmes périodes selon leur tranche d'âge. Ce qui d'ailleurs permet d'apporter une preuve supplémentaire. Les tranches d'âge. Vous suivez en plus par tranche d'âge. Tout à fait. Donc c'est très précis, on est vraiment au peigne fin là. Il faut de toute façon. Et donc ce qui fait que chaque tranche d'âge a des périodes de surmortalité qui sont différentes les unes des autres.
Et du coup, on s'en étonne, voilà, de prétendre avoir des fameux variants du Covid qui s'adaptent aux tranches d'âge et qui sévissent à différentes périodes. Ces périodes-là de surmortalité suivent directement des campagnes de vaccination. Voilà. Donc on s'en étonne, et plutôt que se limiter à la France et aux différentes tranches d'âge, j'ai fait le travail avec tous les pays européens qui fournissent leurs données, donc on doit en avoir une quinzaine à peu près en Europe, ce qui commence à faire un peu de monde. Et ce résultat, je le retrouve à peu près partout. Je dis à peu près parce qu'on voit évidemment moins de traces nettes dans les statistiques quand il y a des pays qui sont tout petits, comme le Liechtenstein, ou même jusqu'à l'Islande, donc on est un peu juste en termes de statistiques. Mais tous ces pays européens, ce qui fait qu'ensuite derrière on les agrège, par tranche d'âge également. On essaye aussi de faire un travail pour remettre les dates de vaccination les unes à côté des autres de façon... Parce que alors là, vous expliquez juste dans votre travail comment vous avez fonctionné, mais c'est vrai que c'est un vrai travail presque d'enquête, parce que il y a les périodes de vaccination, il y a les données qui sont enregistrées, qui arrivent un petit peu plus tard en décalé, donc vous devez tout relisser. Oui, on essaie de faire son travail de statisticien de manière correcte, histoire de pouvoir raconter des choses. Mais voilà, ce travail, il a été fait. Donc ça m'a donné des résultats qui étaient probants, hein, c'est-à-dire, voilà, j'ai bien des hausses de mortalité qui suivent les campagnes de vaccination de manière significative avec les données européennes. Et il se trouve qu'un autre chercheur, qui s'appelle Patrick Meyer, un chercheur belge de l'unité de Liège, avait également trouvé des résultats qu'il avait interpellés très tôt en prenant les données sur un site qui s'appelle Euromomo, données de mortalité. Oui. Il les avait comparées aux campagnes de vaccination un peu de la manière dont je le fais, mais lui, il avait utilisé des méthodes de machine learning, puisque lui, c'est plutôt sa spécialité. Et il trouvait les mêmes résultats que moi. Donc on avait deux méthodes complètement différentes, avec des données même de sources différentes, parce que moi c'est directement Eurostat pour la mortalité, et on parvenait aux mêmes conclusions. Donc je l'ai contacté, il a rédigé un papier sur la base de nos deux travaux, et il a tenté de le soumettre à tout un tas de rédactions de façon à essayer de se faire lire par des pairs. Donc ça a été très compliqué, on a essuyé un certain nombre de refus, pas sur des refus sur des critères, on va dire, scientifiques ou sur le fait que notre écrit ne respectait pas telle ou telle règle. Voilà. Les conclusions qui étaient, bizarrement, quand on vaccine les gens, ça fait plus de morts, ne plaisaient pas au comité de rédaction, et donc on n'a pas été reçus. Et jusqu'à, c'était décembre 2023, où il y a un colloque international de bioinformatique et de biostatistique qui avait un des thèmes principaux, c'était les statistiques Covid, donc tout correspondait parfaitement. Et Patrick, au prix d'une certaine insistance et de secouer des manches un peu partout, a fini par réussir que, dans le cadre de ce colloque, on soit relu par nos pairs, de façon à ce qu'ils découvrent nos travaux et disent, oui, on est sur des données publiques, on est sur de la méthodologie d'analyse complètement classique, en plus, mes programmes sont en ligne, vérifiables par tous, et nos conclusions sont sans appel. Mais donc, ce qui fait que Patrick a pu présenter ses travaux dans ce colloque de stature internationale. Et donc, ce qui est au moins une manière de pouvoir dire aujourd'hui, c'est bon, il y a d'autres personnes qui nous ont relus, des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec nous de manière initiale, mais qui sont obligées de reconnaître la validité de nos travaux. Et justement, quelle critique avez-vous reçue face à cela ? Il y a l'habituel somme intersidéral de la part des fact-checkers qui se contentent de dire non mais ça n'a pas de valeur puisque ce n'est pas une grande revue scientifique. En fait, selon les disciplines, le fait d'être relu dans le cadre d'un colloque ou dans le cadre d'une revue, ça n'a pas forcément la même valeur. Là, dans le cadre, on est dans le biostatistique et bioinformatique, le fait de passer dans un colloque et de pouvoir présenter ses travaux, ça a une vraie valeur scientifique. Et puis, pour ce qui est des grandes revues scientifiques, je me suis amusé dans mes 2 livres à prendre des études de ces prétendues revues scientifiques pour montrer qu'elles ne respectent pas la méthode scientifique et qu'il y a des études qui, à Bac+1 en statistique, mériteraient d'être données à des étudiants pour vérifier qu'ils comprennent bien que c'est une arnaque intellectuelle totale. Même si c'est publié par Science, The Lancet ou Nature. Donc voilà, il n'y a pas plus de validité aux revues scientifiques. Donc aujourd'hui, finalement, avec cette révélation finalement que vous faites avec votre étude statistique qui montre, je le rappelle, 2021, en fonction des différentes campagnes de vaccination, vous voyez des pics derrière ces campagnes et vous le dites et vous le rappelez et on va regarder ensuite les autres conséquences. Là, on parle des pics de surmortalité. Donc toute mortalité confondue, c'est-à-dire qu'on n'a pas regardé juste les Covid-19 parce qu'on a expliqué au début pourquoi le Covid-19 pouvait être, cette étiquette pouvait être trompeuse. Donc vous avez quand même, c'est une révélation, c'est très très important ce que vous dites là. Et pour le moment, est-ce que scientifiquement, on va dire, vous avez eu des réponses qui soient des critiques positives ou négatives intéressantes?
qui permettent un débat, Des positives, oui. Donc, mon livre a été relu par différentes personnes, notamment des statisticiens, même certains encore en poste, même des personnes assez haut gradées, qui m'ont fait des retours sur la validité de mes travaux, même des discussions sur certaines parties notamment sur la mortalité, où c'est tellement limpide qu'on est vraiment sûr de nous, sur d'autres parties où on peut se poser plus des questions, même si on a des preuves sérieuses. On va y aller après. Même si on a des preuves qui sont tout à fait sérieuses et valides, mais on peut moi je suis tout à fait ouvert au débat et à discuter des différents modèles et la meilleure manière de le montrer. L'objectif de ce livre, c'est aussi de proposer un livre, c'est un numéro ISBN, c'est quelque chose quand même de sérieux, c'est une publication, et cela fait quand même un ouvrage qui va permettre d'être opposable. Il y a quand même des victimes derrière, donc on en parlera peut-être à la fin, et le fait de montrer des chiffres avec de la méthodologie reproductible et valide scientifiquement, et sur lequel je peux débattre, ça permet aussi aux associations de victimes d'avoir une assise et de pouvoir présenter des choses en justice. D'ailleurs, je précise qu'à la fin de votre livre, justement, c'est ça qui est intéressant avec vous, Pierre Chaillot, c'est que depuis le début, d'ailleurs, vous vous engagez pour ces victimes, et notamment certaines associations. Et à la fin de votre livre, vous avez changé de braquet, entre guillemets, parce que vous dites, il y a les chiffres, il y a les statistiques, mais il y a aussi l'homme et les souffrances que ces familles ont vécues, que leurs proches ont vécues, que ces gens qui ont des vies brisées à vie. Et ça, ce ne sont pas que des chiffres. Et franchement, merci. Justement, on avait encore hier une discussion par rapport à la machinisation, on va dire, du monde, et le fait qu'on nous voyait tout sur une seule ligne de tableau Excel, etc. De se rappeler que derrière, il y a une souffrance, et je sais que vous le savez. Et donc, c'est pour ça que vous avez, je pense, tenu, dans la fin de votre livre, à avoir ces témoignages. Donc, pour revenir quand même à vos révélations, donc là, c'est clair, finalement, qu'il y a une surmortalité après chaque campagne de vaccination. Allons justement sur les questions que ça pose, c'est-à-dire que là, il y a une responsabilité. Oui, il y a une imputabilité, il y a une responsabilité. Oui, alors... Est-ce que ça peut même faire... pardon, je vous pose toutes les questions, après vous y allez. Est-ce que ça peut même... Vous allez là-dessus au début, en parlant de l'obligation de prouver le lien de causalité entre un produit pharmaceutique et les effets secondaires. Est-ce que ce livre, est-ce que vous prouvez, peut aider aussi dans les procès qui vont venir? Alors, si je reprends dans l'ordre, Question oui. Le livre commence par rappeler quelques notions juridiques et sur le fait que les produits pharmaceutiques sont extrêmement protégés par la loi. Alors que d'autres produits, lorsque vous achetez une machine à laver qui ne fonctionne pas, voilà, vous pouvez vous retourner contre le vendeur. Vous avez un délai, machin. Voilà, qui peut lui-même se retourner derrière vers le constructeur. Bon, vous avez même parfois des garanties constructeurs qui vous permettent de vous retourner directement contre le constructeur. Alors que pour les vaccins ou les produits pharmaceutiques, il y a des petits ajouts à la loi qui ne sont pas anodins du tout et qui sont le fruit de pression des lobbies depuis des années. Ouais. Et notamment le fait de dire la victime doit prouver que ce qu'elle ressent, c'est-à-dire ses symptômes, sa maladie, voire même son décès, sont absolument dus aux produits pharmaceutiques. Ouais. Elle doit le prouver pour elle-même, elle doit même prouver que ce type de symptômes est déclenché par le médicament pris. Voilà, ce qui revient à faire que la victime est obligée de financer une étude. Non, mais c'est incroyable. Je vous cite la directive de l'Union européenne du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Article 4, que vous citez donc, la victime est obligée de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Donc, en fait, le lien de causalité, et vous expliquez pourquoi, c'est quasiment impossible à prouver. Enfin, c'est impossible. C'est impossible à prouver, même voilà, dans mon livre. On n'est jamais sûr. Oui, vous pouvez toujours jouer le déni. Voilà, dans mon livre, j'explique on a un jeune de 24 ans, en 6e année de médecine, Anthony, qui reçoit un vaccin et qui 10 jours plus tard se sent mal, fait des thromboses multiples et décède brutalement. 24 ans, sportif, ne boit pas, fait des études brillantes, enfin, ce que vous voulez. L'industrie pharmaceutique peut dire prouvez donc que c'est le vaccin, allez-y. Est-ce que vous pouvez mener ce travail d'enquête? Évidemment, il n'y a aucune autre possibilité qui puisse venir à l'esprit, ou bien quand vous faites une enquête qui peut le montrer. Ensuite, le laboratoire va dire prouvez-moi donc que mon vaccin fait des thromboses. Allez-y, prouvez-le.
Donc, c'est-à-dire quoi? Vous financez une enquête pharmaceutique avec des laboratoires pour vous demander à des cobayes s'ils veulent bien tester, savoir s'ils vont avoir des thromboses multiples à la suite de la vaccination. Enfin, c'est quoi cette idée? Et donc voilà, c'est impossible, on va dire, d'un point de vue strict, scientifique. En revanche, il y a des avancées qui ont été faites et on peut trouver aujourd'hui certains experts qui vont s'engager en disant, voilà, en tant qu'expert de la pharmacovigilance de tel ou tel produit, j'atteste en tant qu'expert que c'est bien voilà, le vaccin ou le médicament au sens large qui a causé les effets indésirables. C'est à dire d'experts. Et la durée de vie de ces experts-là dans le monde de la pharmacie et de la médecine est assez limitée. Voilà, je pense que tout le monde a remarqué la chape de plomb il y a eu à partir du moment où il y a eu la vaccination Covid-19, ce qui est le sort qui a été réservé à tous les médecins qui avaient certaines réserves ou qui prévenaient, même les autorités, que il y avait des problèmes et que leurs patients étaient malades. Voilà, ça montre une autre manière par lequel le tabou se maintient, c'est la pression du système pour empêcher les experts de parler et même de témoigner dans ce genre de cas. D'accord. Donc là, on est sur la responsabilité. Donc je vous demandais, est-ce que vous pensez que votre livre, mais peut-être avant quand même, d'ailleurs, parce que là, on dit, je parle de pic de surmortalité, est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur en France de cette surmortalité liée directement, enfin, en réaction directe à la campagne de vaccination? Alors dans le livre, j'ai choisi de me limiter à donner des chiffres au niveau européen en entier. J'ai aussi travaillé sur la France. Mais je donne le niveau européen parce que j'ai 2 sources. Et que je préfère avoir 2 sources et montrer que les 2 sources sont concordantes. Si on se limite uniquement aux effets indésirables qui amènent au décès du patient, pour l'ensemble de l'Europe, les 2 estimations qu'on peut faire, celle avec la pharmacovigilance ou celle avec les calculs de surmortalité, nous amènent à envisager à peu près 300 000 décès sur 2 ans. 300 000 décès, beaucoup de personnes âgées évidemment, parce que c'est elles qui ont été multivaccinées, mais aussi des jeunes à l'intérieur. Et à l'intérieur du livre, je fais un petit tableau récapitulatif de ce que ça pourrait être. Oui. Voilà, donc 300 000 décès, c'est à la fois énorme, ça montre le pouvoir de nuisance de l'industrie pharmaceutique et de ses produits, à la fois au sein de tous les décès qu'il y a chaque année dans toute l'Europe, qui est un continent, je le rappelle, vieillissant, ça passe pas inaperçu de manière statistique, mais en revanche, c'est pas une hécatombe au sens où il y a des gens qui sont morts dans la rue de manière abrupte un peu partout, comme on a essayé de nous faire croire pour l'histoire du Covid et du virus tueur en Chine, mais là c'est pareil. Il y a bien des traces statistiques de mortalité, il y a vraiment des gens qui souffrent et qui sont décédés, il y a des familles endeuillées. Beaucoup de gens connaissent des gens qui ont subi des effets indésirables, même graves, ou même certains connaissent des décès, mais personne n'a dans sa famille proche, enfin c'est pas tout le monde qui a dans sa famille proche directement un décédé des vaccins. Voilà, donc il faut quand même rappeler les 2 nuances. Oui, ça se voit statistiquement, mais il ne faut pas tomber non plus dans une psychose en voulant raconter que voilà, l'humanité sera décédée de manière massive. Ça, serait plutôt prêter le flanc pour se faire battre à rentrer dans une exagération. Donc il faut faire un travail précis et voilà, et assumer le nombre de décès qu'on peut imputer. D'accord. Et toujours sur ce décès, je reviens sur ma responsabilité étatique, parce qu'évidemment c'est une décision gouvernementale. Pensez-vous maintenant, puisque vous parlez d'ailleurs dans votre livre de ces actions judiciaires, pensez-vous maintenant qu'on puisse se retourner contre l'État avec ça, avec cette preuve? Il y a différentes phases. Le niveau juridique et judiciaire a déjà été saisi en France de multiples manières, notamment pendant la crise. On a saisi le Conseil d'État un nombre de fois hallucinant. Et on a obtenu des non-lieux, des déboutages de manière extrêmement rapide, avec des réponses parfaitement lunaires de la part du Conseil d'État ou des juridictions qui ont été saisies. Et donc, je pense qu'il faut mettre les bons temps dans le bon ordre. Il me paraît difficile d'obtenir on va dire, des victoires juridiques sur quelques plans que ce soit actuellement en France, tant qu'il n'y a pas eu un changement politique et que le fait que tout le monde se tient par la barbichette ne tombe pas un petit peu. Oui, à la manière on le voit avec Donald Trump, maintenant c'est quand même la grande révélation là-bas. Il y a eu le rapport des Républicains, il y a eu même Mark Zuckerberg qui a avoué que il avait censuré beaucoup de contenus sur les effets indésirables. Donc on voit que les choses sont révélées quand même là-bas. En partie. Ici, oui, en partie. En partie. Ici, beaucoup moins. Le fait qu'il y ait un changement politique majeur aux États-Unis, ça fait que fatalement, les nouveaux qui arrivent vont profiter de l'occasion pour taper sur les anciens qui sont partis. Oui. Et donc, rien que pour ça, ça fait qu'on va avoir certains changements de narratif.
En revanche, moi je suis très sceptique sur le rapport des Républicains qui valide le fait qu'il y ait des effets indésirables par exemple, mais qui dit quand même que la vaccination a été une super opportunité, que ça a sauvé des millions de vies et que heureusement qu'on a eu la vaccination, bon, même si ça a peut-être fait deux, trois dommages collatéraux. Ça valide aussi tout un tas de théories sur le virus tueur qui aurait ravagé les États-Unis, sur lequel il n'y a pas de traces non plus, et il y a aussi des abandons massifs aux États-Unis. Et donc ça valide tout un tas de choses qui font partie, on va dire, du narratif gouvernemental de façon à se protéger lui-même. Et je rappelle que pourquoi est-ce qu'il y a eu des vaccins Covid qui ont été mis sur le marché avec autant de rapidité, avec autant de milliards dépensés. Parce qu'on a dit qu'il n'y avait rien pour Et puis parce aucun que médicament pour soigner. il y a eu l'opération marché. Warp Speed qui a été financée par les États-Unis et par Donald Trump en particulier. Avant l'élection américaine, puisque l'opération Warp Speed, il espérait que ça lui permette au laboratoire de sortir un vaccin qui serait labellisé Donald Trump pour sauver le monde à la Donald Trump. Ce que les laboratoires n'ont pas fait. Ils avaient bien les résultats avant la campagne de là où Biden a été élu. Ils n'ont pas diffusé les résultats. Ils ont attendu que Donald Trump perde afin de les diffuser sous Biden. Mais quand même, ce qui fait qu'aujourd'hui, je serais extrêmement surpris d'avoir un président Trump qui remette en question les bienfaits du Warp Speed et du fait qu'en fait lui-même a fait dépenser des milliards de dollars aux contribuables américains pour la découverte et la mise sur le marché des vaccins. C'est pas qu'avec Robert Kennedy Jr. ça puisse faire avancer les choses ? Alors ça c'est une autre question. Ouais. Oui. Jusqu'où Robert Kennedy Jr. va pouvoir avancer de façon à faire la lumière sur ce qui s'est passé, c'est une vraie question. Pour l'instant, je pense que l'expression consacrée c'est wait and see. Oui, certes. Bon alors revenons à nos chiffres. On a parlé de ce pic de mortalité, donc lié directement, je le rappelle, et c'est fondamental. C'est très très grave parce que en fait on est tellement noyé par les informations et par ce qui s'est passé à ce moment-là qu'on a du mal à voir les choses claires. Et là, finalement, vous nous dites, moi, c'est facile, j'ai regardé tous les morts et je vois des pics. Il y en a un au moment où le gouvernement nous a dit confinez-vous et d'autres, deux autres en 2021, pendant cette période, justement, pendant ces grandes campagnes de vaccination. Donc les choses sont claires, les campagnes de vaccination ont provoqué des pics de surmortalité. On est d'accord là-dessus ? Tout à fait. Je veux dire une dernière précision, il y a bien 4 pics. Il y en a un dernier qui est en octobre 2020. Où il y a un pic de mortalité qui correspond au moment où on fait une distribution massive des vaccins grippaux, plutôt anti-grippaux, qui sont réputés, dans le regard des effets indésirables courants, donner les symptômes classiques, fièvre, toux, maux de gorge, diarrhée, nausée, qui sont les symptômes qui sont étiquetés Covid. Et à cette période-là, on s'est mis à avoir peur d'un nouveau variant puisque des personnes âgées fraîchement vaccinées contre la grippe développaient des symptômes et qu'on a eu un nouveau décret de Rivotril exactement à ce moment-là aussi. Voilà, donc c'est pour faire le tableau complet. Il y a 2 périodes de surmortalité en 2020. Mars 2020, confinement, Rivotril. Octobre 2020, vaccination grippe, Rivotril. Et ensuite, il y a l'ensemble des vaccinations Covid. Voilà, donc je dis ça pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont des discussions le soir avec leurs amis et tout ça, qui disent non, mais on ne sait pas, les effets indésirables, c'est pas clair. Si, c'est clair. Voilà, vous avez, je pense, ce sont les pages fondamentales de ce livre. Je vais les retrouver avec ces schémas qui ont été, que vous avez imprimés, que vous pouvez retrouver dans ce livre Victimes des vaccins Covid-19. On voit clairement les pics aux périodes de vaccination, notamment pour l'année 2021. Alors, allons sur les autres effets. Là, on parle de surmortalité, mais il y a d'autres effets qui sont gravissimes également, et notamment pour la natalité. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, il suffit que les gens lisent la presse classique. Il y a tout un tas de pays qui s'alarment de l'effondrement de la natalité en Europe. Alors, il y a un phénomène au long cours. La natalité a tendance à baisser ces dernières années dans beaucoup de pays européens, presque tous, mais pas tout à fait. Mais en revanche, là, il y a vraiment un effondrement, il y a une accélération de la baisse de la natalité, notamment même dans des pays qui étaient stables. Je montre comme exemple dans le livre le Danemark, qui avait une natalité mais vraiment extrêmement stable ces dernières années et qui voit un effondrement assez récent. Et lorsque l'on regarde le début de l'effondrement de la natalité et qu'on met en face le début de la vaccination ou les grandes campagnes de vaccination des jeunes femmes par pays européen, on remarque qu'il y a une corrélation qui est assez nette et qui est un peu trop parfaite pour être due au hasard entre ces deux phénomènes. C'est-à-dire qu'on a une vaccination massive des jeunes femmes à une certaine date et que c'est 9 mois plus tard que la natalité s'effondre. Et donc ça, ce lien, il est visuel, on le voit très bien.
Mais bon, comme de la même manière où l'ensemble des instituts des médias ont noté, par exemple en 2022, une augmentation ou même fin 2021, une augmentation de la mortalité des jeunes. Voilà, c'était tout sauf le vaccin. Voilà. Ils pouvaient secouer les doigts trop fort, manger des cacahuètes, manger chinois, se lever trop tôt le matin. Enfin, on a vu tout un tas Oui, d'explications. oui, oui. Et là, Manger des chips, faire ses lacets. Enfin, voilà. Et là, pour la baisse de la natalité, c'est pareil. C'est tout sauf le vaccin. Donc, on a eu la peur du changement climatique, la peur de la guerre en Ukraine, les questions économiques. Et alors ça, c'est très intéressant parce que tous les statisticiens qui ont prétendu ce genre de choses, visiblement, il leur manque quelques notions de biologie élémentaire, à savoir que la gestation des femmes, c'est 9 mois environ. Et donc, si on a un événement, c'est plutôt 9 mois plus tard que la natalité va baisser. Voilà. Et quand on constate le début de la guerre en Ukraine, par exemple, et qu'on a seulement la baisse de la fécondité 3 mois plus tard, il y a quelque chose qui ne va pas dans les calculs. C'est encore pire pour l'effondrement économique ou l'inflation qui a lieu en juin. Donc, il faut juste remettre les choses dans leur contexte. La gestation, c'est 9 mois. Et donc, un événement qui va jouer sur la natalité, ça va devoir se voir 9 mois plus tard. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. en parlant de ça et de la durée par rapport à la vaccination, vous remettez en lumière aussi ce stratagème qui a été mis en place de compter les effets indésirables que 3 semaines après la vaccination. Parce que ça, c'est quand même grave aussi. C'est quand même un aveu de culpabilité d'une certaine façon, non? Alors, je sais pas Vous quel nous bon remettiez objectif. dans le contexte. Et si vous pouvez nous expliquer. Oui, ce que je m'expliquais au début, c'est-à-dire qu'avec Patrick Meyer, on a mis en face des données de mortalité les vaccins. Et on se rend compte que voilà, les pics de vaccination égale pic de décès juste après. Des fois, on voit même pendant ou la même semaine, parce que les données de remontée des vaccins, des fois, prennent un peu de délai. Donc ça peut décaler un peu la courbe des vaccins. Mais globalement, ça marche suffisamment pour être significatif, même sans qu'on touche aux données, quoi. Alors, mais comment c'est possible qu'il y ait autant d'articles réalisés par des prétendus experts dans des dites grandes revues scientifiques qui passent leur temps à dire que la vaccination a sauvé des millions de personnes si la mortalité augmente après la vaccination? Oui. Enfin, c'est vraiment Comment un il se mystère. débrouille avec ces chiffres, avec Voilà. ces données? Donc, ce qu'on montre avec Zeb Riochet, qui est aussi, qui est mathématicien, informaticien, et qui a aussi écrit un journal sur le sujet avec qui je travaille, on prend les études et on regarde comment elles sont faites. Et à quel moment ils ont réussi à triturer les données de façon à raconter n'importe quoi. Ouais. Alors, ils les ont tellement triturées que c'en est drôle, voilà, à quel point. Mais il y a un stratagème qu'on retrouve dans toutes les études qui prétendent que la vaccination est efficace, c'est en effet le décalage des courbes. L'excuse étant, ils disent tous en début de papier, la vaccination c'est sûr efficace, ça marche, voilà, donc on se pose pas de questions, ça c'est dans l'introduction, hein. On n'a pas commencé à travailler, qu'on part de ce postulat. Oui. D'ailleurs, l'INSEE fait pareil, et vous vous étonnez, c'est l'INSEE, je crois, qui fait des commentaires des subjectifs alors qu'ils ne sont pas habitués à le faire. Mais tous les grands instituts, en tout cas, se sont mis à parole d'experts pour dire, voilà, commencer en préambule de cette manière-là. C'est ça. Bon, c'est pas comme ça qu'il me semble qu'on doit travailler de manière scientifique. Mais sur ces études scientifiques-là, dites scientifiques qui sont publiées, ils partent du postulat que c'est sûr et efficace, et ensuite ils disent, les laboratoires nous disent que leur vaccin est efficace au bout de 3 semaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les données, nous, on va décaler les données de 3 semaines. Donc, vous voyez, vous avez 2 courbes. La courbe des décès, vous voyez un pic. La courbe des vaccins, vous voyez un pic. Le pic des vaccins est avant la courbe des décès. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, le vaccin, c'est efficace qu'au bout de 3 semaines. Donc, le pic des vaccins, on le décale de 3 semaines, plus tard, parce que c'est qu'à ce moment-là qu'il faut commencer à compter. Ça fait que la courbe des décès liée au vaccin, elle se retrouve avant les vaccins. Puisque vous venez de décaler la courbe des vaccins. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, juste avant les vaccins, pas de peau. Il y a une pic de mortalité. Mais on ne sait pas à quoi c'est lié, parce que c'est le vaccin n'apparaît que 3 semaines après. C'est incroyable. On vaccine tout le monde, et là, la mortalité baisse. Voilà. Et donc, ça veut dire que c'est un vaccin surefficace. Alors, la méthode fonctionnerait avec une balle dans la tête. Vous avez une population, vous prenez à moitié à qui vous tirez une balle dans la tête, vous dites que la balle dans la tête est efficace au bout de 3 semaines, vous décalez votre courbe, voilà, et vous constatez que 3 semaines après, la mortalité, la mortalité va bien baisser, il y a beaucoup moins de monde, et puis par rapport à il y a 3 semaines, la situation est quand même formidable. Oui, parce qu'en plus, a priori, les effets indésirables touchent peut-être les plus fragiles, donc on a fait une espèce de... Oui, tout à fait, les effets indésirables directs d'effets moissons qui amènent à la mortalité dans les premiers jours, premières semaines, sont tous passés, et après on est sur de la traîne, et encore une fois, de toute façon, ces effets indésirables directs, on va les compter dans les morts d'avant, donc on les attribue au méchant Covid pour lequel le vaccin contre lequel le vaccin est surefficace. Donc c'est quand même assez risible si c'était pas absolument terrible, ce mensonge. Oui, mais le fait que ça passe aussi crème dans autant de revues scientifiques, ça montre que personne comprend rien à la statistique. Mais non, mais ça montre que personne n'a envie de voir la vérité, surtout. Oui. Pardon.
Aussi, mais quand même, le fait de ne pas avoir de réserve, mais même au sein on va dire, de médias qui sont assez critiques envers ces études, il y en a assez peu qui, même je crois qu'il n'y en a aucun. Il y en a beaucoup qui ont relevé certaines choses dans les méthodologies, les principes de modèle, mais pour l'instant, j'en ai vu aucun qui faisait cette remarque-là, alors qu'elle est quand même criarde, quoi. Si on décale les données, on tord le coup au résultat. C'est bien très sûr. net. En fait, c'est quand même énorme. En fait, ce que vous dites, mais comme la dernière fois, Pierre Chaillot, ce qui est intéressant avec votre livre et avec votre façon de travailler, c'est ce que je disais tout à l'heure. Habituellement, on est englué par les chiffres, par les annonces, on ne comprend plus rien. Et là, je veux dire, c'est clair comme l'eau de roche, en fait. On voit des pics qui sont liés à une campagne, et c'est clair, ça se voit. Et là, l'histoire des 3 semaines qui ont été décalées, c'est tellement énorme que ça paraît... Enfin, en fait, j'ai l'impression que ça saute aux yeux, cette vérité. Alors, quand est-ce que finalement, elle va finir par exploser vraiment au sein de la population? Ce sera ma dernière question pour vous aujourd'hui, Pierre Chaillot. Écoutez, déjà, le premier livre avait secoué pas mal de choses quand j'avais montré que, notamment ce qui est appelé Covid-19, c'est pas de la science, c'est plutôt de l'administration. On colle une étiquette aux gens de façon à les coller dans une case, et que d'ailleurs, c'est pas comme ça qu'on va les soigner quand ils sont malades. Ça avait secoué pas mal de choses, et puis c'est un fil qu'on peut tirer à l'infini sur tout le principe de la codification hospitalière. C'est quoi le nom qu'on donne aux maladies? Est-ce que c'est utile pour soigner le malade? C'est quoi notre perception de la maladie? Enfin, vraiment, on peut aller très très loin dans cette histoire-là et remettre tout en question, en fait, sur notre façon d'envisager ce qu'est la maladie et comment on la traiter. Envisager de manière un peu mathématique, en termes de tableau, de cases, un malade est un numéro. Exact. En fait, un malade n'est pas un malade et on s'en fiche. La médecine moderne, lorsque vous entrez à l'hôpital ou chez le médecin, vous n'êtes pas un malade. C'est-à-dire, normalement, un malade, c'est une personne qui est unique, qui a des spécificités et qui a des symptômes, une pathologie qui est aussi unique. Oui, et qui est liée à son passé, son histoire. À son présent. À son corps, oui. Tout à fait. Et le médecin, il est là pour travailler en son âme et conscience, avec certaines connaissances et aussi beaucoup d'empathie et un certain art, on va dire. C'est pour ça qu'on appelle l'art médical. Et cette situation unique, il est censé vous aider à passer cette situation. Et cette conception de la médecine a été détruite pour une raison assez simple. C'est que quand tout est unique comme ça, on ne peut rien industrialiser. On a forcément des acteurs qui interviennent de manière artisanale sur une personne, et vous ne pouvez pas industrialiser. Et donc la perception de la médecine, il a fallu complètement la changer, l'éradiquer. C'est ce qui a été fait depuis le début du XXe siècle avec ce qu'on appelait l'évidence-based medicine, le rapport Fleischner aux États-Unis, les Rockefeller, tout ça. Ça mériterait d'ailleurs des développements beaucoup plus poussés. Mais cette perception-là a été supprimée de façon à la remplacer par le fait de dire le malade, on s'en fout complètement. Ce qui compte, c'est la maladie. Donc vous avez une personne, vous s'en fichez de son maladie état. Ou tenter. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, vous voyez ses symptômes et vous devez lui attribuer un nom de maladie, une étiquette. Parce qu'il faut tuer la maladie. Et donc, l'ensemble des médicaments et de la pharmacie aujourd'hui n'est pas là pour améliorer la vie du patient, mais est là pour tuer la maladie, en identifiant soit le germe ou la cause, et tuer cette cause. Et donc, c'est vraiment une conception complètement différente. Et c'est pour ça que toute la manière d'envisager la médecine, à l'hôpital, chez les médecins, tout ça, il faut mettre les gens dans des cases qui sont des noms de maladies, de façon à avoir un protocole qui tue la maladie. Bien souvent, derrière, il y a un brevet. Il y a un brevet industriel. Donc, on va, et une tarification à l'acte. Et une tarification. Et donc, voilà, on a derrière une industrie qui va pouvoir récupérer son petit pactole grâce à ce nom-là, ce protocole qui va avec. Il a labellisé une molécule. Maintenant, il y a des antiviraux qui sont à la mode. Depuis longtemps, il y a des vaccins, etc. Et donc, l'objectif, c'est ça. C'est de faire rentrer dans des cases pour faire marcher l'industrie. Exactement. C'est l'industrialisation de la maladie, et pas de la santé, mais bien l'industrialisation de la maladie qu'on a vécue depuis le début du XXe siècle. Donc on pourrait aller jusque-là en se posant des questions sur notre façon d'envisager. On devrait aller jusque-là. Et là, vous parlez de l'hôpital, mais on peut l'élargir à tout ce qui se passe dans notre monde, c'est-à-dire que ce soit l'agriculture, que ce soit notre façon de travailler, etc. Ben oui, l'industrialisation au sens large qui touche tous les aspects de notre vie, c'est la grande révolution à partir du 19e et du 20e siècle, et ça n'a absolument pas eu pour conséquence l'amélioration de la vie de chacun, mais bien de concentrer les richesses et l'argent qui rentrent dans de moins en moins de mains. C'est le jeu de Monopoly qu'on est en train de vivre. Donc voilà, sur les questions de santé, en tout cas, on pourrait aller jusque-là. Sur la simple question des victimes des vaccins Covid, en tout cas, le
le but du travail, c'est quand même d'apporter un document qui s'appuie sur de la science, sur des chiffres, qui est relu, et de façon, encore une fois, je vais le répéter, mais à permettre aux associations de victimes, qui bénéficieront d'ailleurs de la totalité des droits d'auteur de ce livre, Comme la première fois. De leur donner un document qui sera du droit opposable et qui leur permettra d'avoir quelque chose. Et puis, le but, c'est également de faire un maximum de bruit, parce que comme je le disais, je pense qu'il faut prendre les choses dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compter aujourd'hui sur le fait que la justice juge de la science ou des écrits scientifiques, il faut d'abord les démonter. Et la justice est lourdement affiliée aux politiques, et tant qu'on n'a pas de changement politique majeur, je ne vois pas comment avancer. Et donc la première des choses, c'est quand même de faire du bruit, c'est-à-dire d'éveiller les consciences de façon à à ce que le public, que les Français, que les citoyens se réveillent sur ce sujet, comprennent ce qui s'est passé et à réussir à faire basculer l'opinion dans l'autre sens. Ouais. Je pense que c'est la seule manière de travailler. Ça se fait d'abord en réussissant à convaincre l'opinion publique. Ensuite, derrière, les questions politiques suivront et après seulement les questions de justice. J'ai juste une dernière question un peu plus théorique par rapport à votre métier, justement, statisticien, et ce que vous racontiez sur l'industrialisation de l'hôpital et de notre monde en général. Et je fais d'ailleurs écho à notre interview d'hier avec Denis Collin, qui était tout à fait sur la même réflexion. Est-ce que ça ne remet pas même en question les statistiques, le fait qu'aujourd'hui, ces statistiques mettent les hommes en numéro et ne prennent jamais en compte l'ensemble des réalités? Mais c'est la raison pour laquelle je me refuse à commenter les statistiques estampillées Covid-19, sauf à démontrer qu'elles sont iniques. Toutes ces cases sont parfaitement artificielles. Mais je vous donne un exemple. On a raconté que en 2020, il y avait eu un afflux incroyable de patients Covid-19 à l'hôpital, et puisque c'était donc la preuve qu'un virus avait ravagé l'humanité. Si on prend à froid et qu'on regarde toutes les statistiques hospitalières, il n'y a pas plus de monde en 2020 qu'il y en avait en 2019, il y en a moins. Voilà, donc on a un virus qui ravage l'humanité qui fait qu'il y a moins de monde à l'hôpital. Ouais. Et puis, si on regarde toutes les statistiques de toutes les maladies respiratoires, pneumonie, grippe, ce qui a été appelé Covid, pneumocoque, etc., eh bien on voit que en fait, les infections respiratoires ont diminué en 2020. Et que, pendant qu'on commence à compter des Covid-19, toutes les autres pathologies diminuent. Bien sûr, ont été effacées. Parce qu'elles ont été avalées par l'étiquette Covid-19. Exactement. Et donc, ce que nous révèlent les chiffres, c'est ça, c'est-à-dire que l'étiquette Covid-19, c'est la somme de toutes les pathologies habituelles qu'on a à l'hôpital, notamment les pathologies respiratoires, mais pas que. Il y a eu des cancers Covid, des jambes cassées Covid, tout un tas de choses qui ont alimenté cette statistique-là. Et donc, en effet, la statistique, un des problèmes de statistique, il y en a d'autres, mais c'est la définition. Pour avoir une statistique, il faut deux choses. Il faut donner une définition de ce qu'on va compter, et ensuite il faut dire quels sont les moyens qu'on va mettre en œuvre pour compter. Quand la définition ne va pas, ce qui est le cas du nom des maladies, ça ne va pas du tout, ce sont des choses qui ne sont pas scientifiques, ce sont des choses qui sont de l'ordre du ressenti, qui sont administratives, qui est un nom qu'on met quand on a un patient, et bien fatalement on ne peut pas faire de science avec, ni tirer de conclusion. Elles ne sont que les résultats des croyances des gens à un instant T. Ou des croyances ou des intérêts. Ou des intérêts. Voilà, mais elles ne vont que traduire ça. Donc on ne peut pas les commenter. C'est pour ça que moi je me base sur des données dont je connais la qualité, c'est-à-dire le nombre de décès enregistrés à l'état civil, je connais la qualité. C'est pas parfait à 100%, mais c'est quand même de bonne qualité. La population, je sais comment les calculer à l'aide de recensement. C'est pas parfait non plus, c'est une donnée statistique, mais je sais en mesurer la qualité, et je sais que c'est fait de manière, on va dire, scientifique, ou avec certains contrôles, et qu'on peut pas trop tricher avec. Et donc c'est pour ça que je me sers de ça, et que je me sers pas des choses dont j'explique dans le livre et dans le précédent, que elles dépendent de la perception du chirurgiste. Ce qui m'interroge, si vous voulez, c'est que dans ce cas-là, on comprend qu'il y a une mauvaise statistique et une bonne statistique. Mais comment vous pouvez justifier le fait que votre statistique est bonne? J'ai compris le fait que vous preniez des... Mais moi, je voudrais même être un peu plus théorique, peut-être presque philosophique sur la question, c'est-à-dire... de toute façon, les statistiques ne reflètent pas la réalité. Mais c'est même vous qui l'écrivez et qui vous prenez le dernier chapitre.
Oui, enfin en tout cas c'est une perception de la réalité. L'important c'est d'être sûr d'avoir bien compris comment la statistique est construite. Encore une fois, sur le nombre de décès, on sait comment c'est construit. On sait ce que c'est qu'un décès, voilà, tous les deux. Oui. On sait et puis on sait quelle est la démarche administrative en plus qu'il faut faire Oui, derrière. c'est incontestable, c'est ça que vous voulez dire. Exactement. Et donc à partir de là, on sait de quoi on parle. Sur les autres, sur notamment ce qui a été appelé Covid, vu que c'est un melting pot de tout et n'importe quoi Oui. avec des enregistrements multiples, c'est du n'importe quoi. Oui. Et donc il ne faut pas s'en servir. C'est la Oui. différence entre les deux. Oui. D'accord. Merci beaucoup Pierre Chaillot. Merci. Votre livre fondamental, vraiment j'appelle tous nos éditeurs à le lire pour mieux comprendre, pour mieux répondre, pour mieux apprendre. Victime des vaccins Covid-19, c'est un livre qui est très facile à lire, avec beaucoup de schémas, très explicatif, très pédagogique comme toujours. Et c'est ça qui est intéressant avec, il me semble, la vérité, c'est qu'elle est souvent claire à dire, beaucoup plus que les tirades qu'on a pu entendre pendant les années 2020 et 2021. Merci encore Pierre Chaillot, merci infiniment à vous tous chers amis, on était très nombreux ce matin encore une fois et cela grâce à vous. Continuez s'il vous plaît de parler de nous autour de vous, vous savez que c'est très important justement pour que ce genre de paroles-là, pour que la vérité de Pierre Chaillot et surtout les grands mensonges du gouvernement et autres puissent être diffusés, on a besoin de médias libres. Vous verrez très bien que dans les médias financés par des oligarques ou encore pire par l'État, évidemment Pierre Chaillot ne sera pas reçu. Vous pouvez confirmer Pierre Chaillot. Donc si vous voulez qu'on continue de recevoir Pierre Chaillot et d'entendre ce genre d'informations, il faut nous aider financièrement car nous ne dépendons que de vous. Évidemment ceux qui ne peuvent pas le faire ne le font pas. Nous sommes très heureux d'informer le plus de monde possible, mais ceux qui ont les moyens de nous aider, il faut le faire maintenant. toxin-media.fr/soutien, toxin-media.fr/soutien. Aujourd'hui nous étions, donc je vous l'ai dit en instantané, 8800 là quand on a clôturé cette matinale, mais ça fait déjà 31 000 personnes qui sont passées dans cette matinale uniquement sur YouTube. Je ne parle même pas des autres plateformes. Vous êtes déjà 312 000 abonnés sur YouTube. On est de plus en plus nombreux. YouTube s'affole et nous on va affoler le grand public, les mainstream et les politiques avec ce qu'on peut dire ici. Donc vraiment continuez de nous aider pour qu'on continue de secouer le cocotier, vous l'avez compris, le cocotier de la vérité. Ici il nous manque encore, vous le savez, nous sommes en campagne, il nous manque seulement 3 000 € par mois pour pouvoir recruter et continuer d'avoir des rubriques. Vous le savez, on veut les Tintins l'après-midi, on veut aussi d'autres émissions qui vont venir, on va vous en parler, beaucoup de choses à venir, beaucoup de grands projets, mais pour ça, si vous le pouvez, aidez-nous, il nous faut 3 000 € avant dimanche et c'est maintenant qu'il faut le faire. toxin-media.fr/soutien. On a les CV pour recruter, il nous faut juste un dernier coup de pouce pour qu'on puisse les confirmer. Voilà, je compte sur vous vraiment, faites-le si vous avez pensé le faire et vous ne l'avez toujours pas fait. Demain, nous recevons avec Nicolas Vidal, Jérôme Rodriguez, Olivier Delamarche et d'autres. Et puis, évidemment, vous le savez, dimanche, c'est André Berkoff qui reçoit notamment Florian Philippot. Un entretien absolument passionnant. Il va revenir sur son histoire, sa séparation du Rassemblement National, son jugement du Rassemblement National aujourd'hui, son projet politique et plein d'autres choses. C'est d'ailleurs quelqu'un qui a beaucoup parlé de ces sujets. L'un des rares, il faut le rappeler, qui a parlé notamment des mensonges du Covid-19. Merci infiniment à vous tous et je compte sur vous, toxin-media.fr/soutien. À demain avec Nicolas Vidal.